On l'a retrouvé gelé dans sa tente. Ses mains serraient un mât. Il avait tenté de retenir l'abri contre le vent jusqu'à son dernier souffle. 2 autres étaient assis sur la pente, essayant de se cacher de l'ouragan. Les 4 autres avaient disparu sans laisser de traces. Juillet 1967, Denali. 7 personnes sont mortes en une seule nuit. Mais commençons par le début. Le Denali est le point culminant de l'Amérique du Nord, à 6190 mètres au-dessus du niveau de la mer. En 2025, le président Trump a redonné à la montagne son ancien nom, McKinley. Dans la langue de la tribu Athabascane, Denali signifie « le grand ». Les peuples autochtones considéraient ce sommet comme un territoire sacré et interdit. Cependant, cela n'a pas arrêté les pionniers. Le 7 juin 1913, une expédition dirigée par Hudson Stock a atteint le pic. Stock a donné à la montagne le nom de McKinley. Puis, en 2015, le nom Denali a été rétabli. Et récemment, elle a de nouveau été rebaptisée McKinley. Un véritable méli-mélo de noms. Techniquement, l'ascension du Denali n'est pas considérée comme extrêmement difficile. Mais il y a une nuance. Le relief vertical crée l'un des itinéraires les plus longs du monde, du camp de base au sommet. Il est plus long que celui de l'Everest de près de 1800 mètres. En 1967, 213 personnes avaient atteint le pic. Cependant, seule la moitié des tentatives étaient couronnées de succès. La moitié rebroussait chemin sans y parvenir, ou ne revenait pas du tout. Pourquoi donc? C'est une question de situation géographique. Le Denali se trouve sur le 63e parallèle de latitude nord. À titre de comparaison, l'Everest est sur le 28e. Plus la latitude est élevée, plus les systèmes de tempête se déplacent de manière agressive et rapide. De plus, les températures y sont considérablement plus basses. Sur l'Everest, il peut faire froid. Mais sur le Denali, le froid est différent. Nordique, mordant, vous pénétrant jusqu'aux os, même à travers toutes les couches de vêtements. Mais la principale différence est ailleurs. L'Everest est situé au centre du continent asiatique, à plus de 1500 km des grandes étendues d'eau. Le Denali, lui, n'est séparé du golfe de l'Alaska que par 320 km. La montagne subit l'impact de systèmes de basse pression extrêmement puissants, parmi les plus intenses de la planète. En termes simples, la météo sur le Denali est une catastrophe. Sa situation géographique transforme le sommet en une usine à tempête. Lorsque les vents marins heurtent les pentes, les masses d'air humide s'élèvent, se condensent en nuages et déversent de la neige. Une chute de neige typique peut y déposer jusqu'à 30 cm. Tout cela est accompagné d'ouragans, parmi les plus violents sur Terre. Le vent fait chuter la température à des niveaux extrêmes en quelques minutes. Vous pouvez être à moins 10 degrés et une demi-heure plus tard, le thermomètre indiquera moins 40. Et c'est sans compter le vent. Avec lui, la température ressentie est de moins 60. Et pourtant, le Denali reste un objectif incroyablement populaire. La conquête de ce sommet est un accomplissement majeur dans la carrière d'un alpiniste. Il attire. L'altitude n'est pas extrême, techniquement ce n'est pas l'Everest, mais son caractère est brutal. Maintenant, l'histoire elle-même. En 1967, 2 jeunes alpinistes, Paul Schlichter et Howard Snyder, ont planifié une expédition sur le Denali. Les gars n'avaient que 22 ans, mais ils avaient déjà de l'expérience. Ils s'étaient rencontrés en 1963 et avaient passé 4 ans à perfectionner leurs compétences dans le Colorado, sur le mont Rainier dans le Wyoming et sur le pic d'Orizaba au Mexique, à 5891 mètres d'altitude. Pas des débutants en somme. Ils savaient ce qu'était l'altitude, comment utiliser une corde, comment répartir la charge dans une cordée. En juin, Schlichter terminait sa formation à l'Académie de l'armée de l'air américaine à Colorado Springs. Snyder, plus ouvert et sociable, préparait un diplôme de géographie à l'Université du Colorado.
Charismatique, avec un charme naturel, il était le leader informel de leur cordée, celui qui prenait les décisions, celui dont l'avis était écouté. Initialement, Schlichter et Snyder prévoyaient l'expédition avec leur groupe du Colorado de 4 personnes, eux-mêmes, plus Jerry Lewis, un vétéran de l'armée de 30 ans, et son jeune frère Steve. Mais 7 heures avant le vol pour l'Alaska, Steve a eu un accident de voiture, nez et bras cassés. Le groupe a été réduit à 3, quelques heures seulement avant le départ. Le problème, c'est que le service des parcs nationaux interdisait les ascensions en groupe de moins de 4 personnes, une règle stricte, sans exception. La seule solution était de se joindre à une autre équipe. C'est ainsi que les 3 du Colorado ont rejoint l'expédition de Joe Wilcox, composée de 9 personnes. Le plan du service des parcs était simple. Le groupe de Wilcox n'avait pas non plus été autorisé à faire l'ascension, faute d'expérience suffisante de ses membres. Mais en combinant les gars expérimentés du Colorado avec les débutants de Wilcox, on obtiendrait une équipe complète, capable de relever le défi. Du moins, c'est ce qui semblait sur le papier. Cependant, il y avait un hic. Les gars ne se connaissaient absolument pas. De plus, même au sein du groupe de Wilcox, beaucoup se voyaient pour la première fois. En gros, c'étaient des étudiants de différents établissements, rassemblés et à qui on avait demandé « Vous voulez aller sur le Denali ?» Ils avaient répondu « On veut bien ». On leur a dit « Allez-y, voilà 3 gars expérimentés en plus, vous vous en sortirez ». Aucune cohésion. Aucune idée de comment chacun réagit sous la pression. Qui est fort, qui est faible, qui panique, qui tient bon. Rien de tout cela. L'expédition était dirigée par Joe Wilcox, un doctorant de 24 ans. Le plan était de gravir le Denali par le glacier Muldrow sur le versant nord, un itinéraire plus isolé et moins cher que le populaire Contrefort Ouest. Moins de monde, moins de frais, mais aussi plus difficile. Seulement, l'organisation de cette entreprise boitait des 2 pieds. Comme mentionné, l'expédition de Wilcox n'avait initialement pas été autorisée en raison de la faible expérience de ses membres. Mais l'ajout des grimpeurs expérimentés du Colorado a soudainement résolu le problème aux yeux du service des parcs. L'âge des participants variait de 22 à 31 ans. Des jeunes hommes. Un public hétéroclite, pour la plupart inconnus les uns des autres. Et surtout, à l'exception de Schlichter et Lewis, personne n'avait d'expérience d'ascension au-dessus de 4500 mètres. Et le Denali, c'est plus de 6000 mètres. En fait, le niveau de préparation des participants différait radicalement. De plus, des conflits éclataient constamment dans l'équipe. Certains ne s'adressaient même pas la parole. La tension était palpable avant même le départ. Et c'est avec ce bagage qu'ils se sont lancés sur la montagne. Les alpinistes ont commencé l'ascension le 22 juin. L'expédition progressait depuis le nord par l'itinéraire de la crête Carstens via le glacier Muldrow. La plupart des hommes souffraient du mal des montagnes, mais la progression était bonne. Les têtes éclataient, ils avaient la nausée, le souffle se coupait sans raison, mais ils avançaient. Le 13 juillet, ils ont établi un camp à 4600 mètres d'altitude. Là, on sent vraiment l'altitude. L'air est raréfié, chaque inspiration est un effort. La nuit, on se réveille parce qu'on a oublié de respirer. L'organisme n'est pas encore habitué. À ce moment-là, selon certaines sources, les rangers du service des parcs ont contacté l'équipe et les ont avertis de l'approche d'une violente tempête qui devait frapper la montagne le 16 ou 17 juillet. Cependant, Wilcox a affirmé par la suite qu'il n'avait reçu aucun avertissement. Le débat n'a jamais été tranché. Le lendemain, 8 membres de l'équipe sont montés plus haut pour établir un camp final à 5500 mètres. Il était prévu d'atteindre le sommet le matin du 15 pour profiter d'une fenêtre météo, arrivé avant la tempête. Mais une bêtise est arrivée. Un réchaud défectueux a explosé dans une tente et a provoqué un incendie. Le feu a pris soudainement. Il a fallu l'éteindre en urgence, vérifier le matériel. L'ascension a dû être reportée. De précieuses heures ont été perdues. Ils ne sont partis pour l'assaut final qu'à midi le 15 juillet.
Le premier groupe était composé de Wilcox, Snyder, Lewis et Schlichter. En fait, les alpinistes les plus forts de l'équipe. Ceux qui étaient sûrs d'y arriver. Plus tard, ils ont expliqué que les autres avaient besoin de repos et souffraient du mal des montagnes, et avaient donc reporté leur ascension au lendemain. On peut aussi supposer autre chose. Les alpinistes expérimentés voulaient simplement atteindre le sommet rapidement, sans s'encombrer des malades et des débutants qui étaient pour la première fois en montagne. Et une fois descendus, ils prévoyaient peut-être de dissuader les autres de monter, leurs propres objectifs étant déjà atteints. Logique. Pourquoi prendre des risques? Quoi qu'il en soit, le 15 juillet 1967, 4 alpinistes de 22 ans se tapaient dans le dos au sommet du Denali, profitant de la vue depuis le point le plus haut de l'Amérique du Nord. L'ascension s'est déroulée facilement, sans incident. Au sommet se trouvaient Wilcox, Snyder, Lewis et Schlichter. Leurs 2 cordées étaient les premières. Les autres devaient suivre la trace qu'ils avaient faite. La météo était idéale, ensoleillée, une température de plus 15 degrés, presque pas de vent, une visibilité sur des dizaines de kilomètres. La neige scintillait sous leurs pieds. De tels moments restent gravés à jamais. Vous êtes plus haut que tout le monde autour, le ciel est proche et il semble que le monde vous appartienne. Après avoir profité de la vue, 1h30 après avoir atteint le pic, le quatuor a commencé sa descente. Ils ont franchi la crête sommitale, qui plonge de 2600 mètres vers le glacier, sont passés devant la tour de l'Archidiacre, un petit sommet de 5900 mètres, et ont continué vers le col du Denali. C'est là qu'ils ont remarqué que le vent commençait à se renforcer, faiblement au début, puis avec plus d'insistance. Leurs capuches ont commencé à flotter. La neige sous leurs pieds a commencé à crisser différemment, plus sèche, plus agressive. Pendant ce temps, les 8 autres participants se préparaient pour leur propre assaut, après une journée de repos. Au-dessus d'eux, le ciel était strié de cirrus, un signe inquiétant de l'approche d'une tempête. Ceux qui connaissent la montagne lisent toujours le ciel. Les cirrus sont le premier avertissement. Environ 2 heures après le sommet, Schlichter, Snyder, Wilcox et Lewis sont retournés au camp à 5690 mètres. Là, ils ont trouvé leurs 8 compagnons qui se préparaient à l'ascension. Le deuxième groupe prévoyait de partir le lendemain, le 16 juillet. Il n'est pas surprenant que Schlichter et Snyder aient atteint le sommet avec le premier groupe. C'étaient les alpinistes les plus forts de l'équipe. Ceux qui avançaient avec assurance, sans être essoufflés, sans s'arrêter tous les 10 pas. Les autres membres de l'expédition de Wilcox n'avaient presque aucune expérience de la montagne, une faible condition physique et souffraient du mal de l'altitude. Les têtes éclataient, le souffle se coupait, les jambes devenaient de plomb. Cependant, Wilcox, en tant que chef, ne les a pas dissuadés de monter. De plus, les participants les plus forts, Wilcox, Lewis, Snyder et Schlichter, étaient déjà allés au sommet. Cela signifiait que personne n'accompagnerait le deuxième groupe de personnes mal préparées. Les débutants seraient livrés à eux-mêmes, sans la sécurité des plus expérimentés. Cette nuit-là, un ouragan s'est abattu sur le camp. La vitesse du vent a atteint 112 km/h, plus de fortes chutes de neige. Les tentes vrombissaient, les arceaux pliaient, la toile claquait si fort qu'il était impossible de dormir. Mais le groupe a survécu à la tempête dans les tentes. En se réveillant le matin du 17, ils ont vu que le vent était toujours fort et que les sommets étaient cachés par les nuages. Mais peu à peu, la situation a commencé à s'améliorer. Les nuages sont montés, le vent s'est calmé. Vers 1h de l'après-midi, il faisait beau et presque sans nuages. Il semblait que la tempête était passée à côté. Les 4 hommes qui avaient déjà été au sommet se sont préparés à descendre au camp à 4570 mètres. Ils s'attendaient à ce que les autres partent pour le sommet 10 à 15 minutes après leur départ. Logique, suivre une trace fraîche, un sentier déjà fait.
Anshel Schiff, un professeur d'université de 30 ans, originaire de l'Indiana, luttait contre le mal des montagnes. La tête qui éclatait, la nausée, une coordination défaillante. Au dernier moment, il a décidé de renoncer au sommet et de descendre avec le groupe de Snyder et Schlichter. Une décision sage. L'altitude ne pardonne pas la faiblesse. Alors que les 5 descendaient vers le camp inférieur, ils voyaient parfaitement le camp à 5450 mètres. Ils ont été surpris de voir que le deuxième groupe n'était pas encore parti à l'assaut. Au lieu de cela, les alpinistes traînaient dans le camp, réorganisaient leurs sacs à dos, discutaient, déterraient des affaires de la neige. Une agitation incompréhensible. Le temps était beau et ils perdaient du temps. Sur le Denali, on ne gaspille pas le beau temps, a marmonné Schlichter. Ils savaient de quoi ils parlaient. La fenêtre pouvait se refermer à tout moment. Leur groupe a continué sa descente. Le deuxième groupe, dirigé par Jerry Clark, un ingénieur électricien de 30 ans participant à des expéditions en Antarctique, s'est finalement mis en route vers le sommet vers 3 heures de l'après-midi. Trop tard, déjà trop tard, mais il ne le savait pas encore. Steve Taylor, un jeune diplômé de 23 ans souffrant du mal des montagnes, a décidé de rester au camp. Seuls 6 sont partis à l'assaut. Environ 5 heures plus tard, à 20h30, Clark a contacté par radio les rangers du centre d'accueil d'Yelson. Sa voix à la radio semblait tendue. Il a signalé qu'il se trouvait haut sur la montagne et ne savait pas où aller. Un brouillard épais était tombé. L'équipe ne pouvait pas voir le chemin vers le sommet. La visibilité était tombée à 0. Un blanc total. Le groupe a décidé de passer la nuit sans tente, faire un bivouac forcé, dans l'espoir que le temps s'éclaircirait au matin. Comme ils avaient prévu une ascension rapide, ils avaient peu de nourriture, quelques sacs de couchage et aucune tente. Ils comptaient monter et descendre dans la journée. Un bivouac forcé à plus de 6000 mètres d'altitude est une épreuve. On est assis, serré contre un camarade, essayant de conserver la chaleur. Les frissons vous parcourent à travers toutes les couches de vêtements. Les doigts s'engourdissent. Le plus important est de ne pas s'endormir. Le sommeil à cette altitude par grand froid, c'est la mort. À 11h30, le 18 juillet, Clark a de nouveau contacté les Rangers. Sa voix semblait fatiguée, mais soulagée. Il a annoncé que l'équipe avait atteint le sommet. Ils étaient sur le Denali. Ils y étaient arrivés. Il a dit que la température de l'air était de -7 degrés. Un vent fort soufflait. Il se trouvait dans une tempête de neige et prévoyait de descendre dans 5 à 10 minutes. Vite, vers le bas, tant qu'ils avaient encore des forces. L'équipe a également signalé que seuls 5 d'entre eux avaient atteint le sommet. C'étaient Dennis Luchterhand, Hank James, Mark McLaughlin, Walt Taylor et Clark. Le sort du 6e, John Russell, était inconnu. Peut-être avait-il fait demi-tour plus tôt. Ils ont terminé la communication, promettant de reprendre contact à 20h. Mais le signal suivant n'est jamais venu. La radio est restée silencieuse. Après que l'équipe ait atteint le sommet le 18 juillet, l'une des tempêtes les plus violentes de l'histoire s'est abattue sur le Denali. Selon les données du Service météorologique national, les rafales de vent au sommet se sont intensifiées jusqu'à 160 km/h. Elles ont finalement atteint 480 km/h. 480, c'est la vitesse d'une tornade. Un tel vent vous arrache de vos pieds, vous arrache votre sac à dos, emporte vos gants en 1 seconde. La température a chuté à -30 degrés. En tenant compte du vent, la température ressentie était de -60. Il est impossible de survivre dans de telles conditions. On ne peut pas se tenir debout, on ne peut pas bouger. Le vent vous coupe le souffle, arrache l'air de vos poumons. La neige vous frappe le visage comme du sable projeté. Visibilité nulle, on ne voit même pas ses propres mains. Le matin du 20 juillet,
Wilcox, Snyder et Schlichter ont tenté de remonter au camp d'altitude pour retrouver les disparus. Mais en raison du mauvais temps, ils ont été repoussés. Le vent ne les laissait pas passer. Aucun signe des alpinistes disparus n'était visible. Seulement un mur blanc. Le chef d'expédition a alors signalé l'incident au service des parcs nationaux. Mais les sauveteurs ne pouvaient pas lancer d'opération tant que la tempête faisait rage. Les hélicoptères ne volent pas par un temps pareil. Les gens ne sortent pas. Le mauvais temps a duré encore 2 jours. Pendant ce temps, les 5 hommes à 4570 mètres se sont retrouvés eux-mêmes en danger. Ils ont abandonné une tente et se sont tous entassés dans une tente 3 places pour se réchauffer. 5 hommes dans une tente pour 3. Dans cet espace exigu, il n'y avait pas de place pour un réchaud. Ils devaient se contenter de nourriture ne nécessitant pas de cuisson. Des barres énergétiques gelées, des biscuits secs, tout ce qu'on pouvait mettre dans sa bouche. Lewis et Schiff étaient très affaiblis. Wilcox et Snyder ont commencé à perdre la sensibilité de leurs doigts et de leurs orteils. Des gelures, le premier stade. Le 23 juillet, les conditions météorologiques se sont légèrement améliorées. Les 5 hommes ont commencé leur descente vers le camp à 3700 mètres. Lentement, prudemment, en s'assurant les uns les autres. Lorsque le groupe de 5 a atteint le camp de base le 25 juillet, les 7 autres membres de l'expédition étaient probablement déjà morts. Ils sont très probablement décédés le 18 ou le 19 juillet, dès les premières 24 heures de la tempête. Le mont Denali est devenu la dernière demeure de Lucterand, James, Walt Taylor, Steve Taylor, Russell, McLaughlin et Clark. Sur les 7, seuls 3 corps ont été retrouvés. Un alpiniste a été découvert dans le camp d'altitude. Il était assis dans sa tente, serrant un mât entre ses mains, essayant apparemment d'empêcher l'abri d'être détruit par le vent. Ses mains étaient gelées dans cette position. Il a manifestement gelé dans cette posture. Seul, dans une tente vrombissante, tenant le mât aussi longtemps que ses forces le lui permettaient. 2 autres ont été trouvés assis sur la pente, dans des positions indiquant une tentative de se protéger du vent. Ils s'étaient blottis l'un contre l'autre, essayant de conserver la chaleur. Cela n'a pas suffi. Les corps des 4 autres n'ont jamais été retrouvés. Les experts ont supposé qu'ils avaient pu être dispersés par la force monstrueuse du vent, simplement emportés comme des feuilles, ou qu'ils étaient tombés dans des crevasses, ou qu'ils sont restés sous la neige, là où personne ne les trouvera. Ce qui s'est exactement passé sur la montagne, nous ne le saurons jamais, mais on peut l'imaginer. Cependant, Snyder et Schlichter ont une théorie. Après le signal du sommet, une tempête monstrueuse s'est abattue sur les hommes, soudainement, comme un coup de massue. Snyder dit « Ces gars étaient encore soit au sommet même, soit sur la crête sommitale au-dessus de 6000 mètres lorsque la tempête a éclaté. Soudain, l'air est devenu opaque, la visibilité est tombée à 0 et le vent s'est levé immédiatement, pas progressivement, d'un seul coup. On ne peut pas imaginer pire situation. Par un temps pareil, le vent n'arrache pas seulement les gants des mains, il peut même emporter un sac à dos. Vous pouvez être emporté vous-même. Essayer de descendre du sommet dans ces conditions est impossible. Je pense qu'ils ont commencé la descente et ont atteint un point où chacun a décidé d'agir pour soi. Les cordées se sont rompues. Chacun a essayé de survivre. 2 corps ont été retrouvés sur les pentes de la tour de l'archidiacre. C'étaient Walt Taylor et Dennis Lucsterand. Tous 2 étaient en bonne forme physique, assez sains et forts. Ils ont tenté de descendre directement depuis la tour, par une pente raide de 1225 mètres vers le camp à 4500, et sont morts en chemin. Ils n'ont pas réussi. Leurs forces les ont abandonnés, ou ils ont dévissé, ou ils ont simplement gelé. Un autre corps a été découvert dans le camp d'altitude. C'était Russell.
Snyder suppose qu'à un moment de l'ascension, l'alpiniste affaibli a fait demi-tour et est redescendu au camp d'altitude, où il a finalement été pris par la tempête. Il a atteint la tente, est entré et y est resté. Le piolet et le sac de couchage de Steve Taylor ont été retrouvés au bord de la cascade de glace Harper, entre le camp d'altitude et le camp à 4500, près d'une crevasse dans un pont de neige, où il y avait une ouverture. Snyder dit « Je suppose qu'il a atteint cet endroit, a planté son piolet et l'a enroulé de son sac de couchage pour nous envoyer un signal en bas, à 4500 mètres, un marqueur, un signe qu'il était là. Puis, en essayant de retourner au camp d'altitude ou d'avancer vers nous, il est tombé dans une crevasse. Le pont n'a pas tenu. Quant aux autres, personne ne saura probablement jamais ce qui leur est arrivé. La montagne les a pris et ne les a pas rendus. Pendant de nombreuses années après l'incident, de vifs débats ont eu lieu sur les causes de la tragédie. Les gens ont critiqué le service des parcs nationaux qui avait réuni deux groupes qui ne se connaissaient pas. Pourquoi? Dans quel but? Pour cocher une case? Les parents des victimes ont affirmé que l'opération de sauvetage aurait pu commencer bien plus tôt et que peut-être certains auraient survécu si les hélicoptères avaient décollé immédiatement, s'ils n'avaient pas attendu que la tempête se calme. Bien sûr, une volée de critiques s'est abattue sur Joe Wilcox, le chef de l'expédition, qui est monté lui-même au sommet puis est redescendu, abandonnant son groupe. Il a été critiqué pour son incapacité à gérer l'expédition, ses faibles qualités de leader, et pour être monté au sommet avec les gars du Colorado au lieu d'attendre de faire l'ascension avec les membres de son propre groupe. Tu es le chef, tu guides tout le monde, pas seulement toi-même. D'autres pensaient que, s'il avait fait preuve de leadership et forcé Steve Taylor et Russell à descendre à une altitude inférieure en raison du mal des montagnes, l'issue aurait été différente. Les faibles doivent descendre, c'est la règle. Pas de place pour l'héroïsme. Wilcox s'est lui-même blâmé pour ce qui s'est passé, pendant de longues années. Ce n'est qu'après que des études du Service météorologique national ont prouvé qu'il était tout simplement impossible de survivre à une telle tempête que les critiques se sont un peu calmées. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 480 km/h, moins 30 degrés, visibilité nulle. Personne ne survit dans de telles conditions. Wilcox dit « Nous ne pouvions rien faire pour les alpinistes qui se trouvaient là-haut. Il m'a bien sûr fallu beaucoup de temps et de nombreuses recherches pour le comprendre. Bien que je connaissais ces gens et que je sentais qu'ils auraient pu et dû survivre, je dois maintenant admettre que ni eux, ni probablement personne d'autre n'aurait pu survivre à une telle tempête. » Et Schlichter dit « La tragédie est arrivée parce que ces gars n'ont pas profité du beau temps au début de la journée, et puis tout est parti de travers. L'essentiel en montagne, c'est la météo. Peu importe à quel point vous êtes fort, expérimenté ou prudent, si vous vous retrouvez dans de telles circonstances, le résultat sera désastreux. La montagne ne pardonne pas les erreurs. Rien de ce que l'un d'entre nous aurait pu faire n'aurait changé la situation. Quand une tempête d'une telle force vous frappe à 6000 mètres, c'est fini. L'incident de 1967 reste la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de l'alpinisme sur le Denali. 7 personnes en une seule nuit, un record que personne ne souhaite battre. Wilcox a décrit les détails de cette histoire dans son livre « Vent blanc, l'ascension la plus tragique d'Amérique », publié en 1981. Il l'a écrit pour comprendre, pour lui-même, pour savoir où était l'erreur, si quelque chose aurait pu être changé. Si l'on analyse les causes de la tragédie, outre la météo, il faut noter le manque de cohésion du groupe et l'absence de leader. Ils auraient pu monter tous ensemble le même jour. Pas seulement les 4 alpinistes, ils auraient pu être beaucoup plus nombreux. Les participants affaiblis auraient été laissés au camp et ils auraient commencé l'ascension. Tout le groupe en une seule cordée. Ainsi, les alpinistes expérimentés auraient assuré les moins expérimentés. Ils seraient montés ensemble. Et une fois redescendus au camp, ils auraient uni leurs efforts pour aider les plus faibles à descendre, et tous seraient restés en vie. Ils auraient fait l'ascension et profité de la fenêtre météo. Ils auraient eu le temps.
Mais ici, il s'est passé ceci. Les 4 alpinistes les plus expérimentés montent au sommet, atteignent leur objectif et entament la descente. Tous les alpinistes inexpérimentés restent sur la montagne et meurent. Ils se retrouvent sans chef, sans ceux qui savent quoi faire. En général, le rôle du chef est d'une importance capitale, surtout en montagne. Wilcox, bien sûr, aurait pu les dissuader de monter. Il aurait pu user de son autorité et interdire purement et simplement l'ascension. Il aurait dû faire descendre les participants souffrant du mal des montagnes à des altitudes plus basses. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence de sécurité. Pourquoi il ne l'a pas fait reste flou. Peut-être ne voulait-il pas de conflit. Peut-être pensait-il qu'il s'en sortirait. Peut-être ne comprenait-il pas lui-même l'ampleur de sa responsabilité. De plus, il a vu que le temps commençait à se dégrader et n'a rien fait pour arrêter l'ascension alors qu'il en avait la possibilité. Les cirrus, le renforcement du vent, tout indiquait l'approche d'une tempête. Mais il s'est tu. Je pense qu'il se blâme lui-même, depuis des années. Mais il essaie de tout mettre sur le compte du fait qu'il était impossible de survivre à une telle tempête. Et c'est vrai, on ne survit pas à une telle tempête. Cependant, ils auraient pu ne pas la rencontrer. Ils auraient pu partir plus tôt. Ils auraient pu monter tous ensemble le 15. Ils auraient pu ne jamais se séparer. Mais l'histoire ne connaît pas le conditionnel. Ce qui est arrivé est arrivé. 7 personnes sont restées sur le Denali pour toujours.